Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour qu'on discute ensemble d'un sujet qui selon moi est beaucoup trop peu discuté à travers le monde des arts martiaux mixtes. C'est non seulement quelque chose de très important, mais aussi un sujet d'actualité avec l'histoire Tony Ferguson que vous avez probablement entendu. Et je voulais qu'on jase de ça ensemble, je veux qu'on parle de santé mentale dans le monde des arts martiaux mixtes parce que c'est vraiment quelque chose qui affecte beaucoup de vos combattants préférés sans que beaucoup de gens soient nécessairement au courant. Donc je pense que c'est important de conscientiser la population à cet effet puis de partir une discussion là-dessus. Peut-être s'il y a des fighters sur la page qui veulent embarquer, qui veulent nous faire part de certains des problèmes qu'ils ont eu à certains moments de leur carrière, que ce soit des choses qui sont réglées, que ce soit des choses qui sont encore en cours. J'ouvre tout le monde à la discussion à cet effet-là parce que je pense que c'est vraiment important qu'on en parle tous ensemble. Puis des fois, juste le fait d'en parler pour quelqu'un qui vit ce genre de problème-là, ça peut beaucoup aider. Donc, c'est principalement à cause de Tony Ferguson que je voulais parler de cette histoire-là parce que sincèrement, ça me fait le cœur de voir ce qui arrive avec Tony. Tu sais, on va se le dire tout de suite, c'est pas le gars le plus agréable dans les entrevues, puis la manière qu'il se comporte en général. Tony Ferguson fait beaucoup de choses pour être difficile à aimer en tant qu'humain, je vous dirais, mais n'empêche que c'est un des meilleurs combattants qu'on a vu dans les dernières années, voire même dans l'histoire du sport. C'est malheureux qu'il n'ait pas encore eu la chance de mettre la main sur un titre de l'UFC, mais il reste encore, selon moi, à ce jour, la personne qui a le plus de chances de battre Khabib Nurmagomedov. Et puis ça, c'est une toute autre discussion, mais connaissant Tony, connaissant de la manière dont Tony Ferguson se bat dans une cage, c'est d'après moi le seul gars qui pourrait se faire varloper pendant 25 minutes puis se faire ground and pound sauvagement par Khabib Nurmagomedov, tout en appréciant chaque seconde de cette volée-là, puis en faisant tout en son pouvoir pour redonner des coups qui soient en dessous avec ses coups de coude. Jiu-Jitsu brésilien, Ton Planet, vraiment ultra bizarre. Donc, en termes de match-up MMA, lui, Khabib, ça reste le match-up suprême, le combat que je veux le plus voir, littéralement, depuis des années. Et puis que même si ils ont booké ça 5-6 fois, puis c'est pas encore arrivé, c'est le combat que je veux le plus voir. Donc oui, ça me fait le cœur ce qui arrive avec Tony en ce moment, parce que autant Tony peut être difficile à aimer en tant qu'humain, en tant que personnage public, ça reste un être humain, ça reste un de nos combattants favoris, un de mes combattants favoris dans la cage, et puis quelqu'un que... Tu sais, j'ai pas envie qu'il arrive à personne ce qui est en train d'arriver à Tony Ferguson. Donc, pour les gens qui sont pas au courant, sa blonde, sa femme, en fait, sa femme, son marié, a été chercher un interdit de contact pour elle et leur enfant qui est tout jeune, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, même pas. Et puis, c'est un interdit de contact pour que Tony ne puisse plus rentrer en contact avec sa femme et avec son enfant. C'est à la suite de pas moins de 5 visites de la police à leur domicile où la femme de Tony l'accuse d'avoir des comportements violents et paranoïaques. Dans aucun des rapports de police, cependant, Tony n'a été violent envers sa femme ou envers son gars ou envers un autre être humain, en fait. C'est plutôt des mental breakdowns. Le gars a des épisodes mentaux assez sévères, paraît-il. Il brise des objets dans la maison, cherche pour des caméras. Ça a l'air qu'il voulait s'ouvrir la jambe parce qu'il pensait que quelqu'un lui avait implanté une puce dans la jambe. Donc, un état mental complètement lamentable pour Tony Ferguson, et puis on n'a vraiment aucune idée qu'est-ce qui a pu le mener à ça, puis c'est pour ça que je veux qu'on parle de ça aujourd'hui, qu'on parle d'autres exemples de fighters qui ont eu de la misère avec les problèmes mentaux, qui ont eu de la misère, tu sais. On dit des problèmes mentaux, ça sonne mal, mais c'est juste la santé mentale. Je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, ce sport-là est un des pires sports à pratiquer pour ta santé mentale. Tu sais, il y a tellement d'aspects différents du sport qu'une fois tout mis ensemble, c'est difficile à gérer pour n'importe quel être humain. Donc, c'est ça, Tony Ferguson ne peut plus rentrer en contact malheureusement avec sa blonde et avec son enfant. Sa blonde, c'est sa femme. C'est sa femme, sont mariés. Mais ils peuvent plus rentrer en contact ensemble. Cependant, elle ne veut pas mettre un fin à la relation, à essayer de l'accuser criminellement, parce que la police a aussi déterminé qu'il n'y a pas eu de comportement vraiment criminel de la part de Tony Ferguson. Il n'a pas été arrêté pour rien. Il y a juste des comportements autodestructeurs assez incroyables. Et puis... elle veut qu'il aille chercher de l'aide. C'est ça la condition. Tony doit aller chercher de l'aide, se faire soigner. Puis quand tout ça va être réglé, elle veut évidemment continuer sa vie avec lui. Son marié, c'est quelqu'un qu'elle aime encore. C'est quelqu'un qui, quand il est pas dans un état mental lamentable comme ça, est une bonne personne, est un bon père de famille, un bon mari selon elle. Et puis c'est ça. Tony Ferguson a lui-même laissé sortir un statement sur son Instagram. C'était bref. Mais dans le fond, il remercie tout le monde pour le support. Tous les fans qui lui envoient des messages
je dis continue de m'envoyer des messages, je les lis, puis ça m'aide beaucoup. Aussi, il dit que l'UFC présentement l'aide à trouver l'aide qu'il a besoin dans le fond. Et puis quand Dana White parlait il y a quelques semaines, quand tout le monde a un peu capoté que c'était pas Tony qui affrontait Dustin Poirier, mais bien Max Holloway ou Tony qui... Peu importe comment il voulait booker cette fight-là. Je pense que c'était Holloway qui voulait booker contre Tony. Bref, ça a pas marché. Dana a dit il y a beaucoup de problèmes et tout. C'était par rapport à ça. C'était ça qui est en train d'arriver avec Tony Ferguson. Et puis, je lui souhaite vraiment le mieux. Je lui souhaite d'aller chercher l'aide qu'il a besoin. Puis de revenir, là, Tony Ferguson qu'on connaît. C'est tellement... incroyable de penser que ça peut arriver à quelqu'un comme lui parce que, tu sais, c'est le modèle de combattant tough. Là. Le gars que tu peux le frapper fort, ça lui fera pas mal. Tu peux le take down, ça lui dérangera pas. Tu peux l'avoir dans des bonnes positions au sol, ça lui dérangera pas. Pensez pas de se faire finir par nombre et nombre de combattants. Ça arrive littéralement à tous ces combats contre Pettis, contre Barboza, même contre Lando Vannata. Puis on dirait que c'est ça qui le rend plus fort, qui fait justement qu'il y a une switch qui switch dans sa tête, puis devient le tueur, le Tony Ferguson, le combattant que tout le monde adore. Puis c'est tellement bizarre de penser que cette personne-là qui est si forte dans la cage, autant niveau skills que niveau courage, niveau cœur, niveau toughness, le gars n'abandonnera jamais. Puis pourtant, il se retrouve dans un état lamentable comme ça chez eux. Puis c'est vraiment ce qui nous pousse à nous demander qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe avec les combattants MMA pour que des gens aussi tough, aussi forts qu'un Tony Ferguson peut se retrouver à penser qu'il y a des gens qui ont implanté une puce dans la jambe puis à chercher des caméras puis à démonter le foyer chez eux parce que il est sûr qu'il y a des caméras là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé à Tony pour qu'il soit comme ça? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. On a d'autres exemples de combattants aussi, puis on parle pas de n'importe qui. Là. Georges Saint-Pierre, c'est le premier exemple. Quand il a pris une pause après son combat contre Hendricks, c'est principalement à cause de son état mental qui a arrêté. C'était de la fatigue mentale qu'il vivait. Tu sais, à force de... Tu sais, il l'a dit, lui, c'est un obsessif. Il dit qu'il souffre de TOC. Je sais pas si c'est vraiment officiellement diagnostiqué comme des troubles obsessifs compulsifs, mais Georges Saint-Pierre a clairement une personnalité obsessive compulsive, dans le sens que c'est un perfectionniste au dernier degré, il veut que tous les petits détails soient parfaits, puis c'est toujours dans sa tête, ça trotte toujours dans sa tête, il réfléchit toujours à ça, puis il devient obsédé par les petits détails, les mini-détails, puis oui, ça fait de lui le plus grand combattant qu'on a connu dans l'histoire des arts martiaux, mais ça fait aussi de lui quelqu'un qui devient fatigué mentalement parce que jour et nuit, il pense à ces petits détails qui vont améliorer dans sa game, qu'est-ce qu'il est en train de travailler dans son game plan, qu'est-ce que Johnny Hendricks va faire, qu'est-ce qu'un tel va faire, qu'est-ce que l'autre tel va faire. Des mois et des mois à juste penser à un combattant contre qui tu vas te battre, à penser à lui, à avoir sa photo dans ta tête jour et nuit. Puis c'est ça qui a complètement brûlé Georges Saint-Pierre, qui l'a complètement anéanti mentalement et qui a fait qu'il a dû prendre une pause de MMA pendant 4 ans pour revenir pour son combat contre Bisping. Puis on le sait maintenant qu'il a pris sa retraite après ça, mais on peut quasiment dire que c'est des problèmes d'ordre mentaux, de santé mentale qui ont mis fin à la carrière de Georges Saint-Pierre, vu qu'il s'est juste rebattu une fois pour le show après et puis qu'on ne le reverra probablement jamais. Il y a aussi Ronda Rousey qui a souffert de problèmes mentaux, de troubles de santé mentaux. J'aime pas ça de dire des problèmes mentaux, ça fait comme sonner comme si quelqu'un était schizophrène ou quelque chose de même. C'est pas de ça qu'on parle ici, bien que, écoute, clairement des combattants qui souffrent, qui ont des graves problèmes de mentaux, là, je dirais pas de santé mentale. Il y a des combattants dans la cage, tu le sais tout de suite, c'est des malades, c'est des déconnectés. On pense à Jason Mayhem Miller, ce gars-là, oui, a eu toutes les affaires qui ont rapport avec une carrière d'MMA qui ont sûrement pas aidé son mental, mais on s'entend que le gars avait probablement des graves problèmes mentaux avant de commencer. Même affaire pour War Machine, mais entre vous puis moi, j'ai pas envie de parler de War Machine jamais, fait que c'est pas ça qu'on va faire ici aujourd'hui. Ronda Rousey, je disais, tu sais, quand elle a perdu contre Holly elle a révélé après avoir eu des pensées suicidaires, en fait, littéralement, elle a pensé mettre fin à ses jours. Elle l'a dit publiquement dans une entrevue à Ellen DeGeneres, littéralement. Et puis, il y a une phrase qui m'a marqué dans cette entrevue-là, et puis c'est What am I if I'm not this anymore? Qu'est-ce que je suis si je ne peux plus être ça? Tu sais, c'est la question, c'est ça qui l'a fait dégrader parce que Ronda était intouchable, invincible, la plus grande championne, la meilleure combattante féminine de l'histoire. On se demandait si elle pouvait pas battre Floyd Mayweather en boxe un moment donné. Tu sais, les médias, c'est le narrative qui poussait, donc c'était... Désolé, littéralement une personne invincible qui
qui s'est fait arrêter tout ça avec un coup de pied dans la face devant la plus grande attendance de l'histoire de l'UFC en Australie, en plus de plus d'1 million de personnes qui regardaient ça à la maison sur pay-per-view. Fait que c'est littéralement fait briser tout ce qu'elle avait devant une audience absolument gigantesque. Et puis c'est ça qui arrive par après dans le aftermath immédiat. Tu te demandes, je ne suis plus... Je suis plus invaincu, je suis plus la plus grande championne, je viens de me faire démolir par un coup de pied, je me suis fait knocker. Tu sais, je peux plus battre Floyd Mayweather en boxe, c'est plus le narrative qui est poussé, je ne suis plus la grande Ronda Rousey intouchable. Donc, je suis quoi si je peux pas être ça? Parce qu'elle devait pas vraiment se rappeler un jour où elle n'était pas ça, justement, elle n'était pas la grande Ronda Rousey intouchable. Et puis, elle a aussi eu des problèmes de santé mentale quand que son père est mort, malheureusement. Ronda Rousey, on sait, si vous êtes un peu au courant de son histoire, avant qu'elle soit en MMA, il s'est passé des choses dans sa vie assez difficiles à surmonter. Donc Ronda Rousey, qui est passée à travers tout ça, se doit d'être quelqu'un qui est quand même très forte mentalement. Puis pourtant, de la manière que ça a fini sa carrière en MMA, ça nous laisserait croire du contraire, tu sais. Mais il faut aussi, je pense, peser lourd dans la balance la réaction des gens à l'annonce de problèmes de santé mentale par des combattants. Tu sais, Ronda Rousey, quand c'est sorti, j'ai eu des pensées suicidaires après ma défaite contre Holly Holm. Je vais vous l'avouer, là, moi le premier, j'ai eu la même réaction. Que ce soit à fake, c'est une actrice à fake, soit elle essaie de trouver des excuses pour sa défaite. Elle se fait des excuses dans sa tête. Puis c'est des excuses. Elle a perdu, regarde, elle peut pas juste dire j'ai perdu puis on passe à un autre. Non, faut qu'elle fasse des excuses. Moi, le monde qui font des excuses, j'aille ça. Ou elle est pas faite pour le sport, elle est pas faite pour ça, elle est pas assez forte mentalement pour se faire knocker devant 1,5 million de personnes, plus 55 000 personnes dans un stade. Elle est pas assez forte mentalement pour survivre à cette humiliation-là que personne n'a jamais vécu dans sa vie, ou presque, là, entre vous et moi, du moins quand je parle de partisans du sport. Elle est pas assez forte pour ça. Elle est pas faite pour ça. Elle est pas faite pour le sport. Elle est pas forte mentalement. Son mental est pas bon. Elle est pas faite pour le sport. Ça, c'est la réaction des gens. Puis, tu sais, quand ça prend déjà tout pour sortir publiquement, c'est une personne fière, là, Ronda Rousey. C'est pas pour rien qu'elle a fait ce qu'elle a fait après sa défaite, qu'elle a eu de la misère à revenir puis à faire face à cette défaite-là, même quand elle est tombée dans la WWE puis qu'elle a fait un genre de media tour pour ça. Les gens, ils ont parlé de ses défaites en MMA puis ça a été difficile pour elle d'en parler. Ça a été vraiment difficile à changer d'attitude du tout au tout quand les journalistes ont commencé à parler de ça à plusieurs reprises. Donc, c'est une personne fière, Ronda Rousey. C'est une personne qui aime pas dealer avec la défaite, qui aime pas avoir à parler puis à reconnaître le fait que cette fois-là, ça a pas été comme elle voulait. Donc, tu sais, de dire qu'elle n'est pas faite pour le sport, d'entendre toutes ces critiques-là des gens, ça a déjà tout dû y prendre pour sortir publiquement et dire oui, j'ai pensé mettre fin à mes jours, j'ai eu des pensées suicidaires, j'ai eu des problèmes de santé mentale. Et puis de dire ça publiquement, ça a dû tout y prendre. Puis la réaction des gens, ça a été tu fais que t'es une actrice, ouais, t'es pas faite pour ça, t'es pas forte mentalement, la grosse, t'es pourrie de calice. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas. Et on a aussi au Québec, tu sais, c'est pas quelque chose qui échappe à nos plus grands combattants. On a Charles Jourdain qui, tout juste récemment, là, une semaine même pas, a publié sur Facebook qu'il est en préparation pour le plus gros combat de sa vie, son main event contre Jesse Ronson, qui est un des meilleurs combattants MMA de l'histoire du Canada, littéralement, selon moi. Et puis Charles a mentionné qu'il était dans une période noire, que son état mental n'était pas son meilleur, mais qu'il allait de l'avant, que chaque jour il continuait d'essayer de se remettre de ça, oui, mais aussi de s'entraîner, de s'améliorer, de se préparer pour son combat. Puis Charles, c'est pas la première fois qu'il parlait des choses comme ça dans mon vlog après sa victoire pour le championnat. Il était presque en pleurs, tu sais, il retenait ses larmes, puis il disait qu'il a eu de la crainte, il était pas capable de dormir la nuit parce qu'il avait peur de ce qui allait arriver dans ce combat-là, d'affronter Alex Morgan, qui reste encore un des meilleurs combattants, des combattants québécois et canadiens les plus solides, tu sais, pas quelqu'un que tu finis au premier round comme Charles l'a fait de manière absolument incroyable, mais toute la crainte, l'anxiété qu'il a vécue par rapport à ce combat-là a pris beaucoup de Charles Jourdain, puis c'est pour ça qu'il y a eu une réaction très émotionnelle à la suite de ce combat-là, autant dès qu'il a gagné la ceinture que un peu par après, tu sais, dans le locker room et tout. Donc c'est pas quelque chose qui échappe à nos gens du Québec. Donc maintenant que ça fait 15 minutes que je parle de ça, qu'est-ce qui cause ça? Moi, je pense que l'aspect de la fatigue mentale, c'est très important. Ça prend une discipline
hors du commun pour être un athlète MMA, qui se prépare pour un camp d'entraînement. Puis il y a beaucoup de gens qui écoutent le MMA qui sont juste pas au courant de tout ce qui se passe. T'sais. Le fait, faut être discipliné, il faut pas manquer un training, il faut s'entraîner 2-3 fois par jour, donner son 100%. Tout ça en étant sur une diète, de manger de l'esti de bouffe pas bonne, ou du poulet avec du brocoli 2-3 fois par jour, ou même plusieurs mangent 5-6 petits repas par jour, comme c'était sa grosse weight cut de culturiste. Puis, tu sais, faut pas que tu triches ta diète. Si tu fuck up, tu triches ta diète, tu fuck up, tu vas manger du spaghetti ou une poutine. Ça cancelle tout, ça marche pas. Fait que faut que tu sois strict sur ta diète. Faut que tu es prêt à apprendre à chaque jour. Faut que tu sois prêt à vivre avec la défaite. Il y a des combattants qui ont perdu leur dernier combat, qui ont perdu leurs 2 derniers combats, qui ont perdu leurs 3 derniers combats, qui sont encore dans l'UFC. Puis là, ça lui joue dans la tête. Hey, si je perds ce combat-là, ça va faire 4 de ligne. C'est sûr qu'il me sac des os. C'est mon rêve d'être dans l'UFC, d'être le meilleur au monde. Ça fait 3 fois que je perds. Est-ce que genre, tu sais, il faut pas que je perde, sinon ça va briser mon rêve définitivement pour toujours. C'est quelque chose qui trotte dans la tête des gars sans arrêt. Le salaire aussi, ça ne le cachera pas. Beaucoup de combattants d'MMA soit travaillent ou vivent dans la pauvreté de leur rêve, mais même dans l'UFC, si tu ne deviens pas un genre de household name, un gars de main card, un gars de main card, que tu vas utiliser pay-per-view, que les gens, la majorité des combattants, c'est-à-dire des partisans connaissent ton nom. Les gars qui ne sont pas ça, ne font pas beaucoup d'argent, même dans l'UFC, vivent souvent dans la pauvreté. Donc en plus, qu'il faut que tu sois strict, que tu triches jamais, que t'as même pas le petit plaisir de la vie d'aller manger un gros hamburger quand ça va pas bien, tu sais. Faut pas que tu triches, faut que tu sois strict. Faut que tu vives avec le fait que ça fait peut-être 2 combats que tu perds, puis que t'es à un combat de te faire sacrer dehors de ton rêve si tu réussis pas. En plus de ça, t'as pas une scène, t'as pas d'argent, tu fais pas assez d'argent pour vraiment vivre confortablement, mais c'est ta passion pareil. Fait que là, tu continues. Puis là, t'as des blessures en cac. T'es là... C'est pas une grosse blessure, fait que je vais y aller plus léger, mais ça te trotte dans la tête. C'est quelque chose qui reste dans ta tête, même quand t'as fini de t'entraîner, quand t'es plus au gym, tu dis aïe, tu sais, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à telle place, est-ce que faut que je me batte, est-ce que je serais mieux de, tu sais, canceller ce combat-là puis d'attendre d'être en santé, mais si tu cancelles de ce combat-là, pas d'argent, tu vis déjà dans la pauvreté, t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Fait que t'as pas le choix, tu te bats blessé ou tu te bats pas blessé. Faut que tu penses et tout à ton adversaire sans arrêt, le gars, tu le sais des mois à l'avance, tu vas aller te battre contre lui. Tu sais, il y a des gars qui disent, oh, j'aime pas ça de checker du footage, pis tout. Un moment donné ou l'autre, tu vas finir à penser à ton gars le soir avant de te coucher. T'es dans ton lit, puis tu te dis, hey, tu sais, un tel, je me demande ce qu'il est en train de faire. Je me demande comment il s'est entraîné aujourd'hui. Je me demande si je mets assez d'efforts. Je me demande s'il est en train de mettre plus d'efforts que moi pour ce combat-là. Je me demande s'il va essayer de faire ça. Tu sais, moi, ça, c'est pas ça ma force. S'il fait ça, puis il sait que c'est pas ça ma force, puis il m'a étudié, puis là, il arrive, puis il réussit à me take down, puis il me soumet au premier round, j'ai l'air d'un esti de clown, puis tu sais. Ça trotte dans la tête tout ça, le salaire, la discipline, la victoire ou la défaite, les blessures, l'adversaire en tant que tel, c'est toutes des choses qui bougent dans la tête. Puis, t'as l'opinion publique, tu sais, c'est absolument un gros risque d'aller se battre dans une cage devant des gens, parce que si tu fais une gaffe, tout le monde va en parler de ta gaffe. Aïe, vous pouvez pas croire qu'il a fait ça, ce qui est noob, il a fait telle gaffe dans un combat, puis... Tu sais, même moi, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, des fois, j'ai comme pas le choix de le faire. Tu sais, quand tu fais une gaffe monumentale dans un combat, ça te fait perdre le combat. Moi, en tant qu'analyste, j'ai pas le choix de prendre ça en note. Mais tu sais, ces gars-là mettent tout en jeu, des mois et des mois de préparation, puis tu peux arriver là, puis tout gâcher ça avec une mini-erreur. Puis l'opinion publique, c'est que t'as fait le cave, t'as perdu, puis t'es poche. Ou que, tu sais, ou juste le fait de se faire knocker, de se faire finir, de se faire soumettre devant tant de gens, c'est humiliant, juste de perdre un combat, c'est que t'es juste pas là, pis t'es pas dans ta game, pis t'es pas capable de faire les affaires que tu veux, pis tu perds par décision, tu perds n'importe comment devant des milliers et des milliers de gens, même des fois des millions de gens quand t'es rendu dans l'UFC pis des plus hauts niveaux. C'est dur, c'est vraiment dur sur le mental, fait que... Il y a ça. Il y a aussi Ben Fox de MMA Junkie qui, par rapport à Ronda Rousey, parlait aussi des commotions cérébrales puis du CTE, là, le dommage, le brain damage en fait. Puis le CTE, c'est littéralement juste causé par le fait de manger des coups de poing dans la face, ce qui est pas mal le métier ici, manger et donner des coups de poing dans la face. Puis la manière de bien s'entraîner à recevoir des coups de poing dans la face, ben, c'est de faire du sparring. Je sais qu'il y a des gens qui font pas beaucoup de sparring, ça c'est probablement bon pour leur tête. Il y en a qui en font un peu plus. C'est variable, puis on n'est pas ici pour commenter de tout ça, mais bref, quand tu manges trop de coups de poing dans la face, ça affecte ton cerveau, ça fait que tu souffres de CTE, et puis ça mène comme directement à la dépression, aux autres troubles mentaux, et puis
si ça, toi, t'es chanceux pis t'as pas eu trop de brain damage, mais ça te mène pas directement à la dépression, tu sais. Tu deviens pas, c'est chimique, là, malheureusement, c'est malheureusement chimique, c'est une cause qui est connue, c'est littéralement prouvé, ça elle mène à ça. Mais il y a des cas pour lesquels ça ne mène pas à ça. Cependant, le fait d'avoir du brain damage, de t'être battu, de t'être entraîné comme un malade toute ta carrière, souvent après ta retraite, ta qualité de vie est diminuée un petit peu. Tu peux plus tout faire. Tu sais, un gars qui prend sa retraite du MMA à 35-40 ans n'est pas n'importe quel homme de 40 ans normal. Ton corps a plus proche de 60-65 ans que de 40 ans, malheureusement. Donc la qualité de vie de ces gens-là est diminuée. Puis qu'est-ce qui arrive quand ta qualité de vie est diminuée? Ben, dans ta tête, ça va moins bien. Tu souffres de problèmes de santé mentale, de dépression, parce que c'est ça qui arrive quand tu peux moins bien vivre qu'avant, puis tu t'en rends compte, c'est plate, puis c'est pas quelque chose que les gens deal bien avec ça. Fait que le fait de manger des punchs dans la gueule toute leur carrière, soit que ça va mener directement à la dépression, ou ça va assez diminuer leur qualité de vie pour faciliter une éventuelle dépression. Donc, écoutez, c'est à peu près ça, je pense que c'est avec ça que j'avais à dire. C'est une vingtaine de minutes qu'on parle de ça déjà. J'avais d'autres cas, d'autres victimes de problèmes de santé mentale en MMA. Il y a Max Holloway en 2018 qui a parlé publiquement, là, qui souffrait de dépression. Après, c'est nombreux pull-out. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'UFC 223? Il devait affronter Khabib. Après ça, il devait affronter Frankie Edgar. Il y a du pull-out encore, des problèmes de blessures puis tout. Puis ça a vraiment joué sur son mental. Puis ici, on parle d'un champion qui fait des 200-300 000 en montant à chaque combat. Donc pas quelqu'un qui souffre de pauvreté. Okay? Pas quelqu'un qui souffre de qu'est-ce qui va m'arriver si je peux pas me battre pendant 6 mois. Je pense qu'il est au moins confortable pour 6 mois, Max Holloway, entre vous et moi. Et puis même avec ça, ces facteurs encourageants-là, le fait d'être juste dédié, passionné dans un sport, passionné à prouver que t'es le meilleur au monde, puis de pas être en mesure de le faire, ça vient affecter ces gars-là mentalement. On a Jeremy Stephens qui a littéralement dit qu'il avait des pensées suicidaires tout récemment, ça fait 2 semaines, c'était avant son dernier combat. J'espère que ça va bien pour lui parce que le combat contre Zabit a absolument été frustrant pour quelqu'un comme Stephens. On a plusieurs autres combattants qui souffrent de problèmes d'anxiété reliés au combat. Nick Diaz en a déjà parlé. On a Tom Breeze qui vient tout juste de pull-out d'un 2e combat le jour même du combat. Puis la première fois c'était relié à l'anxiété. Pour cette fois-là, on le sait pas. Mais écoute, il y a des problèmes d'anxiété, Tom Breeze, assez graves par rapport à ça. Et puis c'est très malheureux parce que c'est un excellent combattant. Même en boxe, Tyson Fury, c'est le meilleur exemple. Tout le monde en a entendu parler de dépression qui a mené à des problèmes de consommation. Puis ça, j'ai même pas rentré dans le sujet des problèmes de consommation, je pourrais en faire un tout autre vidéo, mais on s'entend que c'est quelque chose qui est très présent dans le monde des arts martiaux mixtes, malheureusement. Et puis, c'est sûr que jumeler de la prise de drogue ou alcool avec des problèmes de santé mentale, c'est prouvé que c'est pas super bon. Donc, je veux qu'on discute ensemble de ça, guys. Merci d'avoir écouté la vidéo au complet si vous l'avez faite. Moi, c'est une vidéo que ça me tient à cœur pour vrai. Je suis passionné par ce sport-là. Je suis passionné par les combattants, les personnages qui créent justement ce sport-là. Puis j'espère sincèrement que chacune de ces personnes-là aille bien. Je suis investi dans ce sport-là. Je suis investi dans la santé de ces gars-là. Et puis déjà que je les vois pas mal se ruiner la vie pour mon plaisir d'un côté physique. J'espère au moins que le mental peut suivre. Et puis, je souhaite vraiment du bien à tous les gens, à Tony Ferguson notamment. Tu sais, si j'apprends demain matin que Tony Ferguson prend de la drogue, puis c'est relié à ça, vous ne saurez même pas à quel point je vais être soulagé. Parce qu'un problème de drogue, oui, quand t'as ça, tu vis avec ça toute ta vie, malheureusement. Même si t'as un problème de cocaïne maintenant, puis t'arrêtes la cocaïne, tu vas toujours avoir un moment donné dans ta vie des pulsions de reprendre la cocaïne. Ça va être à toi de te contrôler, mais bref, c'est traitable plus facilement que juste si Tony est complètement fou, puis est atteint d'une vraie maladie mentale comme la schizophrénie, puis ces affaires-là. On souhaite vraiment pas ça, donc je souhaite tout le mieux à Tony, je souhaite tout le mieux à Charles aussi, un petit gars que j'adore, que je le sais qu'il est investi, je le sais que c'est un passionné, je le sais que le gars s'en met beaucoup sur les épaules pour être le représentant du Québec, le petit gars du Québec qui a beaucoup de succès, puis va toujours affronter les plus gros défis qu'il peut pas affronter, donc
Charles, j'espère qu'il va bien. Puis écoute, Charles, gros, si t'écoutes ça, puis il y a quelque chose, man, t'as mon numéro, tu peux m'appeler littéralement n'importe quand si t'as quelque chose, puis tu veux en parler. Moi, je suis pas juste un journaliste, je vous aime vraiment, tous les combattants au Québec. Je vous trouve vraiment, vous êtes des bonnes personnes. Puis que ça soit Charles ou n'importe quel combattant au Québec, que ça soit par Messenger, si vous avez mon numéro, si vous voulez mon numéro, demandez-moi-le en privé, je vais vous le donner. Puis si vous avez quelque chose, si vous voulez parler, si vous filez pas, n'hésitez pas. Moi, ça va me faire plaisir de vous aider, les boys, parce qu'on a pas mal tous déjà été dans le même bateau, que ça soit par rapport au sport, par rapport à notre vie en général. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a été plus down, puis a eu des problèmes, puis essayer de demander coudonc au crime, mais ça s'en va où tout ça, et puis... je pense que c'est important d'en parler, je pense que c'est important de pas garder ça noir. Fait que chapeau à Charles, hésite pas le gros s'il y a quelque chose, tu peux toujours m'appeler, même affaire pour tous les autres combattants, puis... je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là. Laissez-moi un like si vous l'avez apprécié. Laissez-moi aussi un commentaire pour qu'on jase. Je veux vraiment qu'on parte une discussion par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Faut en parler. Faut pas laisser les gens être tristes seuls dans leur coin puis raideux parce qu'ils sont poches parce qu'ils ont perdu leur dernier combat. Faut vraiment tous s'aider entre nous. On est une communauté puis c'est pas pour rien. Donc on discute de ça ensemble dans les commentaires et finalement, abonnez-vous à Québec. Sacrément, ça c'est le vieux nom, j'ai changé de nom. Tabarnak, j'ai bien de la misère. Le YouTube, le channel YouTube a changé de nom, c'est rendu MMA Talk comme sur la page. Donc likez et abonnez-vous à MMA Talk sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est tout partout sur le territoire. Fait que on s'en reparle, on se voit une prochaine fois, guys. Merci d'avoir été à l'écoute.